On a envoyé des hommes sur la Lune en 1969, avec un ordinateur de bord moins puissant qu'une calculatrice de collège. Mars, c'est presque 150 fois plus loin que la Lune. Et pourtant, 55 ans plus tard, en 2026, personne n'y a encore mis les pieds. Pas parce qu'on n'y pense pas, pas parce qu'on n'a pas essayé, mais parce que Mars, c'est peut-être le défi technique le plus dingue que l'humanité se soit jamais lancé. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, on va voir 6 obstacles majeurs qui se dressent entre nous et Mars. Le voyage lui-même, les radiations, ce que l'apesanteur fait à notre corps, l'atterrissage, le moment le plus terrifiant de toute la mission, la survie une fois là-bas, et enfin, l'humain tout simplement. Accroche-toi, ça va être un sacré voyage. Première chose à comprendre, on ne peut pas partir pour Mars n'importe quand. La Terre et Mars tournent autour du Soleil à des vitesses différentes, sur des orbites différentes. Ça veut dire que la distance entre les deux planètes change constamment. Elle varie entre 55 millions et plus de 400 millions de kilomètres selon le moment. Pour économiser un maximum de carburant, les ingénieurs visent ce qu'on appelle une fenêtre de lancement. Un alignement précis entre la Terre et Mars qui ne revient que tous les 26 mois environ. Rater cette fenêtre, il faut attendre plus de 2 ans pour la suivante. Et même en partant au bon moment, le trajet dure entre 6 et 9 mois. Rien à voir avec les 3 jours qu'il faut pour atteindre la Lune. Pire, une fois sur place, les astronautes ne pourront pas repartir tout de suite. Ils devront attendre le prochain bon alignement pour le voyage retour, ce qui veut dire rester sur Mars plusieurs mois, voire plus d'1 an. Résultat, une mission complète. Aller-retour pourrait durer entre 2 et 3 ans. Pas 3 jours comme pour la Lune, 3 ans. Deuxième problème, invisible mais mortel, les radiations. Sur Terre, on est protégé par 2 boucliers naturels, l'atmosphère et le champ magnétique terrestre, qui dévie la majorité des particules chargées venues de l'espace. Une fois qu'on quitte l'orbite terrestre, ces 2 protections disparaissent. Les astronautes en route vers Mars seraient exposés en continu à 2 types de radiations dangereuses. Les particules solaires, qui peuvent s'intensifier brutalement lors d'une éruption, et les rayons cosmiques galactiques, qui viennent de l'extérieur du système solaire et sont quasiment impossibles à bloquer complètement. Sur une mission de plusieurs mois, l'exposition cumulée augmente significativement le risque de cancer et peut causer des dégâts neurologiques. Le problème, c'est que pour se protéger efficacement, il faudrait un blindage très épais, donc très lourd. Et chaque kilo supplémentaire sur le vaisseau, c'est du carburant en plus. Donc un coût et une complexité qui explosent. C'est un vrai casse-tête d'ingénierie. Comment protéger l'équipage sans construire un vaisseau trop lourd pour décoller? Troisième obstacle, notre propre corps n'est pas fait pour l'espace. En apesanteur, sans la gravité pour solliciter nos muscles et nos os, le corps commence à se dégrader. Même avec un programme d'exercice quotidien intense, les astronautes perdent de la masse musculaire et de la densité osseuse. Le système immunitaire s'affaiblit aussi. La vision peut être altérée sur le long terme à cause de la redistribution des fluides dans le corps en absence de gravité. On a des données sur des séjours de plusieurs mois grâce à la Station spatiale internationale. Les astronautes qui reviennent après une longue mission doivent littéralement réapprendre à marcher, tellement leur corps s'est adapté à l'absence de gravité. Maintenant imagine, après 6 à 9 mois de voyage en apesanteur, les astronautes doivent atterrir sur Mars et être immédiatement opérationnels. Pas de civière, pas de kiné qui attendent sur le tarmac. Il faut sortir du vaisseau et commencer à travailler dans une gravité qui fait environ 38% de celle de la Terre. Quatrième obstacle est sans doute le plus intense, atterrir sur Mars. Ça paraît contre-intuitif, mais l'atmosphère martienne pose un problème unique. Elle est trop fine pour freiner un vaisseau comme le fait l'atmosphère terrestre, impossible de compter uniquement sur des parachutes classiques. Mais elle est quand même assez dense pour créer une friction et une chaleur non négligeables, contrairement à la Lune où il n'y a aucune atmosphère du tout. Résultat, il faut une combinaison complexe de boucliers thermiques, parachutes supersoniques et rétrofusées pour freiner suffisamment avant de toucher le sol. Pour les rovers robotiques, les ingénieurs de la NASA ont surnommé cette séquence les 7 minutes de terreur, 7 minutes où tout se joue automatiquement, sans intervention humaine possible depuis la Terre à cause du délai de communication. Et ça, c'était pour des rovers de quelques centaines de kilogrammes. Un vaisseau habité, avec des humains, du matériel de survie, des vivres pour des mois, on parle de plusieurs tonnes à faire atterrir en douceur sur un terrain qu'on ne maîtrise pas toujours parfaitement. C'est un défi d'ingénierie qui n'a à ce jour jamais été résolu pour une masse aussi importante. Cinquième obstacle, une fois posé sur Mars, il faut survivre et repartir. Sur Mars, pas de supermarché, pas de livraison depuis la Terre. En cas de problème, aucun ravitaillement d'urgence n'est possible. Le trajet est trop long. Ça veut dire que les astronautes doivent produire eux-mêmes ce dont ils ont besoin sur place. De l'eau, de l'oxygène et si possible, de la nourriture. C'est ce qu'on appelle l'ISRU, l'utilisation des ressources in situ. Littéralement, utiliser les ressources déjà présentes sur Mars plutôt que de tout apporter depuis la Terre. Et il y a un défi encore plus vertigineux, le vaisseau du retour.
soit on l'envoie à l'avance avant même l'arrivée des astronautes, en pariant qu'il fonctionnera parfaitement après des mois seul sur Mars. Soit on prévoit de fabriquer le carburant du retour directement sur place, en utilisant l'atmosphère martienne, un procédé chimique qui doit tourner de façon fiable, sans supervision humaine pendant des mois. Dans les deux cas, la moindre erreur et l'équipage est bloqué sur Mars, littéralement. Et enfin, le dernier obstacle, peut-être le plus sous-estimé, l'humain lui-même. Imagine, plusieurs mois, voire plusieurs années, enfermé avec le même petit groupe de personnes, dans un espace confiné, sans possibilité de sortir prendre l'air. Autre détail qui change tout, la communication avec la Terre. Selon la position des deux planètes, un signal peut mettre entre 4 et 24 minutes pour faire l'aller simple. Ça veut dire qu'une vraie conversation en temps réel est impossible. Pas d'appel vidéo fluide, pas de soutien psychologique instantané en cas de coup dur. Chaque message est un aller-retour de plusieurs dizaines de minutes minimum. Des simulations comme Mars 500 ou HISEAS, où des volontaires vivent isolés pendant des mois pour recréer les conditions d'une mission martienne, ont montré à quel point les tensions, la fatigue psychologique et les conflits internes peuvent devenir un vrai risque pour la mission, parfois autant que les défis techniques. Envoyer des humains sur Mars, ce n'est pas juste un problème de fusée, c'est aussi un problème humain. Alors, où on en est vraiment aujourd'hui? Des projets comme le programme Artemis de la NASA, qui vise à repasser par la Lune comme tremplin, ou les développements du Starship de SpaceX, avancent concrètement sur plusieurs de ces problèmes. Nouveaux systèmes de propulsion, tests de rentrée atmosphérique, recherche sur la protection contre les radiations, mais soyons honnêtes, aucun de ces 6 obstacles n'est aujourd'hui complètement résolu. On progresse sur chacun, mais on n'a jamais eu à les combiner tous ensemble, en même temps avec des vies humaines en jeu. Alors la vraie question, ce n'est peut-être pas « est-ce qu'on ira un jour sur Mars ?» c'est « est-ce qu'on ira avant 2040 ?» ou est-ce qu'on est juste en train de se raconter une belle histoire? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, ça m'aide énormément à continuer à faire ce genre de contenu.